Le 10 décembre 2025, dans un hôpital discret de Londres, un document attire l'attention du personnel soignant. Un formulaire d'anticipation signé de la main tremblante de Chris Rea, stipulant qu'aucune réanimation ne devra être tentée. Il n'était pas encore mort, et pourtant, tout était déjà prêt. Pourquoi un homme qui chantait « Driving Home for Christmas » avec tant de vie semblait-il orchestrer sa propre disparition? Que cache réellement cette volonté d'effacer toute trace jusqu'à interdire les hommages publics? Comment un artiste de cette envergure peut-il choisir de partir dans le silence, sans adieu, sans retour? Et si depuis des années, Chris Rea avait semé des indices à travers ses albums, ses absences et ses silences? Qu'avons-nous raté? Et surtout, qui était véritablement Chris Rea derrière la guitare? Chris Rea est né le 4 mars 1951 à Middlesbrough, une ville industrielle du nord de l'Angleterre. Fils d'un immigré italien vendeur de glace et d'une mère irlandaise catholique, il grandit dans un univers où la musique n'est pas une vocation, mais une échappatoire. Rien ne le prédestinait à devenir musicien. Il n'a pas appris la guitare avant ses 22 ans. Et pourtant, c'est justement cette étrangeté, cette lenteur à éclore qui deviendra sa signature. Chris Rea n'est pas un produit de l'industrie, il est un survivant de ses marges. Au milieu des années 1970, alors qu'il travaille encore dans le magasin familial, il enregistre un premier album sous le nom de Benny Santini, un pseudonyme qu'il reniera toute sa vie. Ce disque le propulse dans les charts américains, mais pas en Europe. En France, son nom reste alors inconnu. Mais dès les années 80, son blues teinté de rock, sa voix rauque comme du papier de verre humide et ses textes mélancoliques lui valent une audience fidèle, presque secrète. Ce n'est pas un chanteur à tube, c'est un chanteur d'âme brisée. En 1994, tout bascule. On lui diagnostique un cancer du pancréas. L'opération est lourde, la convalescence interminable. Puis viennent des complications, une pancréatite chronique, des saignements internes, des réinterventions. Il passe plus de 2 ans entre les hôpitaux et les maisons de repos. À partir de là, sa vie devient une série de rendez-vous médicaux, de concerts annulés et de projets reportés. Ce que la presse ignore à ce moment-là, c'est que Chris Rea commence à consigner ses dernières volontés dès cette époque. En 2011, alors qu'il subit une énième opération, il fait installer un studio chez lui, dans le North Yorkshire. Ce n'est pas un caprice de star, mais une stratégie de repli. Il déclare « Si je dois mourir, je préfère que ce soit entouré de mes instruments ». Une phrase banale, presque romantique, qui prendra tout son sens bien des années plus tard. Car Chris Rea ne guérit jamais vraiment. Il survit. En 2016, il est hospitalisé d'urgence à cause d'un AVC mineur. Et pourtant, il remonte sur scène. À 66 ans, il s'écroule pendant un concert à Oxford. On croit une chute accidentelle. Mais ceux qui l'accompagnent affirment qu'il avait des vertiges depuis plusieurs semaines et refusait de s'arrêter. Ses proches parlent d'un homme têtu, déterminé à finir ce qu'il appelle sa dernière tournée intérieure. Il ne supporte ni la compassion ni la pitié. Il déteste les journalistes, fuit les talk-shows et ne donne que de rares interviews, toujours écrites, jamais filmées. Sa femme, Joanne, reste son seul lien avec le monde extérieur. Ensemble depuis les années 70, elle connaît les silences, les replis et surtout les gestes d'anticipation. Chris écrivait tout, confiera-t-elle une jour. Même ses messages d'adieu étaient prêts depuis longtemps. Mais pourquoi une telle obsession pour la fin? Pourquoi ce besoin presque compulsif de préparer sa disparition comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art? Était-ce la douleur chronique, le dégoût du show-business ou la peur de mourir comme un inconnu dans un lit d'hôpital sans témoin? Ce que l'on sait, c'est que dès les années 2010, il commence à classer ses enregistrements, à rédiger ses volontés légales, à effacer certaines traces numériques et à refuser toute biographie officielle. Ce n'est donc pas seulement l'histoire d'un homme malade, c'est celle d'un artiste qui a tenté de reprendre le contrôle d'une chose que les autres stars ne maîtrisent jamais, leur propre fin. À la fin des années 1980, Chris Rea est au sommet de sa carrière.
Son album The Road to Hell, sorti en 1989, devient disque de platine dans plusieurs pays européens. La chanson-titre est une dénonciation brûlante de la société de consommation, mais c'est aussi un cri personnel. La route vers l'enfer est pavée de contrats, d'attentes et de solitude. À ce moment-là, Rhéa vend des millions d'albums, remplit les plus grandes salles et refuse pourtant obstinément les plateaux télé. Il n'est pas là pour le glamour, il veut qu'on écoute, pas qu'on regarde. C'est ce contraste qui fascine, un artiste qui accumule les succès commerciaux tout en fuyant la lumière. En 1991, Auberge confirme son statut d'icône rock britannique. Sur la pochette, une voiture bleue dessinée à la main. C'est la sienne, une Caterham 7. Pas une Ferrari, pas une Bentley. Chris Rea ne joue pas à la star. Il est l'antithèse des chanteurs de variété de son époque. Il parle de pluie, de routes vides, de regrets. Il chante pour ceux qui rentrent seuls chez eux. Driving Home for Christmas, enregistré presque par hasard, devient un classique des fêtes. Mais il la déteste. Il la trouve trop joyeuse, trop simple. C'est une chanson de survie, pas une célébration, dira-t-il plus tard. Et pourtant, cette chanson, devenue virale à chaque décembre, sera le dernier lien qu'il gardera avec le grand public. Pendant cette décennie dorée, il sort album après album, Espresso Logic, La Passionnée, King of the Beach, des titres personnels, souvent incompris. Son label, Warner, commence à s'agacer. Il refuse les hits formatés. Il veut faire du jazz, du blues, des albums instrumentaux. Il veut jouer et non plaire. Cette tension entre l'artiste et l'industrie va crescendo jusqu'à la rupture. En 2000, après un nouveau séjour à l'hôpital, il claque la porte des majors et fonde son propre label, Jazzy Blue, un pari insensé à une époque où l'autoproduction est encore marginale. Il sort Dancing Down the Stony Road, un disque brut, sombre, enregistré chez lui. Aucun single radio, aucun clip, juste la voix d'un homme qui sait que le temps lui est compté. La presse salue un chef-d'œuvre d'adieu, mais Chris n'en dit rien. Il ne dément pas, ne confirme pas. Il laisse planer le doute. Ce besoin de maîtriser la narration devient sa nouvelle obsession. Il supprime toutes les démos anciennes qu'il juge faibles. Il réécrit les livrets de ses anciens albums. Il change les pochettes. Il ne veut plus être le chanteur de Noël. Il veut être un bluesman du crépuscule. Ses concerts deviennent plus rares, plus intenses. Il joue assis, entouré de lampes tamisées, comme dans un salon. Aucun artifice, seulement sa guitare, sa voix et ses cicatrices. Les fans sont frappés par l'aspect physique de l'artiste. Amaigri, pâle, voûté, il monte sur scène comme on monte à l'échafaud, et pourtant, à chaque chanson, une intensité déchirante surgit. Certains concerts se terminent avec des saignements. On le voit poser sa guitare d'un geste lent, comme s'il fermait un cercueil invisible. Il refuse les rappels. Il fuit la foule après le dernier accord. Ce qu'on ignore à l'époque, c'est que chaque tournée est conçue comme une dernière tournée. Chaque setlist est pensée comme un testament. Les albums qu'il sort, Blue Guitars, Still So Far To Go, One Fine Day, sont tous rétrospectifs, comme si Chris Rea tentait de réécrire sa vie avant qu'elle ne lui échappe. Et dans les interviews rares qu'il accorde, un leitmotiv revient. « Je suis un homme en sursis ». À mesure que les années passent, le silence s'installe. Les apparitions publiques se font rares. Les photos récentes sont inexistantes. Le site officiel reste figé. Les fans parlent d'un homme qui glisse lentement vers l'ombre, mais personne ne mesure encore l'ampleur du projet secret que Rea mène en coulisses, celui d'une disparition méthodique, orchestrée, presque esthétique. Car à travers cette lente érosion, Chris Rea n'a jamais cessé de créer, mais il a surtout cessé de montrer. Ce n'est plus au public de juger, c'est à lui de choisir quand partir. Et dans ce choix, il y avait déjà tout un monde de douleur, de lucidité et de rébellion silencieuse. Derrière la pudeur et la discrétion de Chris Rea, un plan plus complexe se dessinait. Ce n'est qu'après sa disparition que certaines pièces du puzzle sont émergées. Des révélations troublantes, parfois inquiétantes, souvent ignorées par la presse généraliste. Tout au long de sa dernière décennie, l'artiste aurait non seulement orchestré sa sortie de scène, mais aussi verrouillé toute tentative de biographie ou de récupération commerciale posthume. Tout commence en 2012, lorsqu'un proche collaborateur évoque pour la première fois un dossier classé post-mortem, conservé dans le coffre personnel de Chris Rea. Ce document contiendrait des lettres, des instructions juridiques et même une playlist spécifique à diffuser à ses funérailles. L'existence de ce document, longtemps tenu secrète, sera confirmée en 2026 par un journaliste de la BBC.
À l'intérieur, des annotations manuscrites précisant qu'aucune cérémonie publique ne devait être organisée, que les réseaux sociaux de l'artiste devaient être fermés dans les 24 heures suivant sa mort et qu'aucune réédition de ses albums ne serait autorisée sans accord préalable d'un exécuteur testamentaire désigné hors du cercle familial. Un contrôle absolu, même dans la mort. Mais ce n'est pas tout. En 2021, alors qu'il annule une tournée européenne pour raisons médicales, certains fans remarquent que le site officiel a discrètement supprimé toutes les dates futures. Aucun message, aucun communiqué. À la place, une image, une route vide, noyée dans le brouillard. Certains pensent à une panne technique, d'autres y voient un signe. Mais personne ne se doute que Chris Rea est en train de tirer sa révérence sans le dire. Parallèlement, plusieurs anciens musiciens de studio affirment qu'il a dissous ses équipes sans préavis. L'un d'eux, interrogé sous couvert d'anonymat, raconte « Chris nous a simplement dit « Je pense que c'est terminé. Vous recevrez tous un bonus. Prenez soin de vous. » C'était glacial. On aurait dit un enterrement, sauf que le mort était encore là, vivant, devant nous. Un enterrement avant l'heure, volontaire, délibéré. Les albums de cette période sont révélateurs. One Fine Day, sorti en 2019, compile des titres inédits enregistrés dans les années 80, mais jamais publiés. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ouvrir ces tiroirs alors que plus rien ne l'y obligeait ? Et surtout, pourquoi le faire sans en parler ? L'album sort sans promo, sans clip, sans tournée. Juste une couverture sobre et un titre presque prémonitoire. Un beau jour. Les fans les plus attentifs décortiquent les paroles. Plusieurs morceaux évoquent la mer, les adieux, le vide. Dans If I Ever Break Free, il chante « Tu ne me trouveras pas dans les projecteurs, je danserai avec la poussière ce soir ». Et dans Let It Roll, une phrase revient comme un écho « Laisse le silence gagner ». Un silence planifié, alimenté par des décisions juridiques qui surprennent même ses avocats. En 2023, Chris Rea rompt le contrat avec Warner Music pour récupérer les droits de ses enregistrements originaux. Il aurait dépensé une somme considérable, certains parlent d'1 million de livres sterling, pour garantir que personne ne puisse exploiter son catalogue après sa mort. Une clause stipule que tout usage publicitaire ou cinématographique devra être expressément validé par un comité indépendant composé de 2 musiciens de jazz et d'un libraire de Brighton. Oui, un libraire, son ami d'enfance. Plus étrange encore, il aurait fait don d'une grande partie de ses bandes analogiques originales à un centre d'archives sonores situé à Sienne, en Italie, loin du Royaume-Uni, loin des majors. Le centre a confirmé la réception, mais refuse toute diffusion avant 2035, selon les vœux de l'artiste. Et que dire de cette lettre, supposée envoyée à son frère Michael quelques semaines avant sa mort ? Dans cet écrit, jamais authentifié mais largement relayé, Chris Rea écrirait « Je ne veux pas de statue, je ne veux pas de rue à mon nom. Tout ce que je veux, c'est disparaître sans laisser de traces qu'on puisse vendre. » Une dernière provocation ? Ou un testament spirituel ? Plusieurs producteurs de documentaires, dont la BBC et Netflix, ont tenté d'obtenir les droits pour raconter sa vie. Tous ont essuyé un refus net. Son épouse Joanne aurait répondu par une simple phrase « Chris a déjà raconté tout ce qu'il a voulu, et ce qu'il a voulu taire doit rester dans l'ombre. » À travers ce mur de silence se dessine l'un des retraits artistiques les plus radicaux de notre époque. Chris Rea n'a pas fui la scène, il l'a démontée, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, ni décor, ni coulisses, ni public. Seulement la poussière, et peut-être un dernier accord que nous n'avons pas entendu. Lorsque les dernières images de Chris Rea circulent discrètement sur les réseaux au début de l'année 2025, elles choquent par leur brutalité. L'homme aux cheveux épais et au regard intense n'est plus qu'une silhouette courbée, assise dans un fauteuil roulant, les mains recroquevillées sur ses genoux, le regard fixé vers une fenêtre voilée. La photo, prise en catimini par un ancien assistant médical, est rapidement supprimée, mais le mal est fait. Les fans ne reconnaissent pas leur idole. Certains refusent d'y croire. Mais ceux qui le connaissent depuis longtemps savent. Chris Rea est déjà ailleurs, détaché du monde. Le repli commence bien plus tôt. En 2017, après son effondrement en plein concert à Oxford, il refuse catégoriquement toute tournée. Il se retire dans une maison modeste du North Yorkshire, loin du tumulte londonien. Là-bas, il vit presque reclus, entouré uniquement de sa femme, d'une infirmière de confiance et d'un assistant juridique. Il ne répond plus aux courriels, n'ouvre plus sa boîte vocale et ne renouvelle pas ses abonnements aux magazines musicaux. La télévision est éteinte en permanence. Il n'écoute que le vent et parfois le bourdonnement d'une guitare slide qui l'effleure encore sans brancher l'ampli. Ce n'est plus une vie d'artiste,
c'est un effacement progressif, méthodique. Les médecins parlent de douleurs chroniques insupportables. La pancréatite s'est étendue, provoquant des complications hépatiques et neurologiques. Des séances de kinésithérapie sont proposées, mais il les annule. Il refuse également les traitements expérimentaux. Il n'attend rien. Il n'espère rien. Dans son esprit, la scène est finie. L'homme est en sursis. Un voisin, interrogé par The Guardian, confie qu'il ne l'a plus vu dehors depuis Noël 2023. Parfois, on entendait une musique douce à travers les murs, du vieux jazz, du blues très lent, puis plus rien, le silence. Ce silence devient sa seule réponse au monde extérieur. Pas d'annonce officielle, pas de mise au point, juste une lente disparition, comme une cassette qu'on rebobine jusqu'au néant. La presse s'interroge, mais personne n'obtient de confirmation. Même ses anciens collaborateurs, producteurs, musiciens, ingénieurs du son sont tenus au silence. Des clauses de confidentialité strictes ont été imposées. Certains en parlent sous anonymat. Il ne voulait pas de rumeurs, pas de compassion. Il voulait mourir en homme libre, pas en légende pleurée. Et c'est peut-être là que se trouve le cœur de la tragédie. Chris Rea ne voulait pas être une icône, il voulait être oublié à sa manière. Mais dans cette quête de contrôle absolu, il a laissé un vide que ses fans n'ont du mal à combler. Car comment faire le deuil de quelqu'un qui n'a jamais dit adieu ? Comment pleurer un artiste qui a refusé les hommages, les statues, les anthologies ? Dans les derniers mois, il aurait enregistré des messages vocaux, non pas pour le public, mais pour lui-même. Une forme d'autodérapie, un rituel de départ, personne ne le sait. L'un de ces enregistrements aurait simplement dit « J'ai tout dit, le reste appartient au silence ». Une phrase sèche, presque cruelle, mais aussi étrangement poétique, fidèle à son style dépouillé. Sa femme, Joanne, désormais veuve, n'accorde aucune interview. Elle vit toujours dans la même maison, entre les disques, les manuscrits et les guitares. Elle aurait confié à un proche « Chris est encore là, partout, dans les silences ». Et c'est peut-être la plus grande des ironies. En voulant disparaître, Chris Rea est devenu inoubliable. En refusant les projecteurs, il a créé une ombre plus grande que la lumière. Une ombre dans laquelle ses fans marchent encore, cherchant des indices, des notes oubliées, des paroles qu'ils n'avaient pas comprises à temps. Car ce n'est pas la mort qui blesse, c'est l'absence d'au revoir. Chris Rea ne voulait pas de monument, il ne voulait pas de cérémonie, il ne voulait pas de mythe. Et pourtant, en orchestrant sa propre disparition avec une précision quasi clinique, il a déclenché l'un des plus profonds mouvements de mémoire silencieuse qu'ait connu la musique britannique. Car là où certains multiplient les adieux, les tournées d'adulation, les rééditions orchestrées, lui a choisi le retrait, l'effacement, la disparition volontaire. Et c'est précisément cette démarche qui bouleverse. Dans les mois qui suivent son décès, aucun hommage officiel n'est organisé. Pas de documentaire, pas de concert tribute, même pas de compilation posthume. Seuls quelques fans publient des messages sobres. Travail respecté. Tu es parti comme tu as vécu, sans faire de bruit. Dans un monde saturé de cris et d'écrans, ce choix de taire devient acte de résistance. Mais que dit ce silence de notre rapport aux artistes ? À quoi bon tant de chansons si le créateur ne souhaite pas être célébré ? Peut-on encore appartenir à l'histoire si l'on choisit de ne pas être raconté ? Et au fond, est-ce que ce besoin de tout comprendre, de tout documenter, n'est pas une forme d'appropriation que Chris Rea a tenté de fuir jusqu'au bout ? Son geste interroge, il dérange même, car il révèle ce que nous refusons souvent d'accepter, que les artistes ne nous appartiennent pas, qu'ils ont le droit de partir, sans crier gare, sans spectacle, qu'ils ont le droit de choisir l'oubli plutôt que l'idéalisation, et que parfois, l'œuvre la plus sincère est celle que l'on n'offre pas. Mais ce retrait radical n'est pas un vide, il est un miroir. Il nous renvoie à notre propre besoin de récit, de clôture, de sens. Et face à ce silence organisé, une autre forme de mémoire émerge, plus intime, plus fragile, mais peut-être plus fidèle. Ce ne sont pas les biopics ou les archives qui gardent Chris Rea vivant. Ce sont les trajets nocturnes en voiture où l'on fredonne Joséphine sans vraiment se souvenir des paroles. Ce sont ces Noëls solitaires où Driving Home for Christmas résonne comme une caresse lointaine. Ce sont ces moments suspendus entre mélancolie et apaisement où l'on sent sa présence invisible. Il n'y aura pas de fin officielle, il n'y aura pas de statut, mais il reste une leçon. Celle d'un homme qui, après avoir tout donné à la musique, a choisi de ne rien reprendre. Et si cette absence est douloureuse, elle est aussi précieuse,
car elle nous apprend que parfois, il faut respecter la volonté de ceux qui ont su se taire, même lorsqu'on aurait tant voulu les entendre encore une fois. Alors, en écoutant ces chansons aujourd'hui, peut-être faut-il simplement se demander, avons-nous su entendre les adieux cachés dans ces accords? Et surtout, serions-nous capables, nous aussi, de partir sans nous retourner?